Je pense que si on regarde fondamentalement les choses, euh, on a changé d'époque et il y a eu un révélateur. Donc le changement d'époque, c'est que les règles de fiscalité internationale avaient été élaborées il y a un siècle en économie fermée, un peu en même temps pendant lequel Keynes développait ses théories économiques. Et puis les temps ont passé, les choses ont changé, mais les théories et les règles n'ont pas changé. Et on s'est retrouvé dans les années 2000, à la fin des années 2000, dans une situation où on avait une réalité économique qui avait totalement changé, qui faisait que les règles de fiscalité n'étaient plus adaptées. Et le révélateur, ça a été la crise financière qui a conduit les États à se réveiller, à dire il faut faire quelque chose parce qu'il y avait de la pression sociale, de la pression politique, de la pression financière et budgétaire. Et ça a permis de révisiter les règles et de se rendre compte que si on voulait préserver la souveraineté des pays, les règles élaborées en économie fermée n'étaient plus pertinentes pour une économie ouverte. Et qu'en économie ouverte, les États avaient perdu le contrôle de leur fiscalité au profit des moins-disants, des États qui s'étaient livrés à la concurrence fiscale. Et donc, je crois que la raison fondamentale du succès de ce projet, elle est due au fait qu'il y avait un besoin fondamental de changer les règles, de les adapter. Et l'adaptation, c'était la coopération fiscale, l'échange de renseignements, la fin du secret bancaire pour commencer, et en second lieu, des nouvelles règles pour faire en sorte que les multinationales ne puissent plus profiter du système pour mettre leurs profits dans des paradis fiscaux. Et donc, la crise financière a été la prise de conscience politique. C'est ça qui a amené le sujet de la fiscalité sur l'écran radar des ministres, des chefs d'État et de gouvernement. Et il se trouve que, un peu par chance et par accident, on s'est trouvé au bon endroit au bon moment, avec quelques bonnes idées qu'on a pu proposer et qui ont fait avancer les choses. Si ça n'avait pas été nous, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais voilà, on a été capable de sentir qu'il se passait quelque chose et c'est la crise financière, hélas, qui a permis de faire ce changement et le deal qu'on vient de conclure sur le pilier 1 et le pilier 2, l'impôt minimum mondial et la redistribution des droits d'imposer, c'est un peu l'aboutissement de ce travail, même si ce n'est pas encore appliqué, il faut s'assurer que ce soit appliqué. On est un peu en fin de cycle et commencer avec des nouvelles règles qui seront plus adaptées, mieux adaptées à une économie ouverte qui est celle d'aujourd'hui. C'est une vaste question et je n'ai pas de réponse aujourd'hui. C'est d'ailleurs une question que la présidence du G7, l'Allemagne, nous a posée. Comment voyez-vous le futur de la coopération fiscale? Donc, tu vois que c'est une question très importante. Je pense que c'est une coopération qui doit être très pragmatique et réelle. Donc, il s'agit de, puisqu'on a des nouvelles règles, donc il faut espérer qu'elles soient appliquées, mais il faut que c'est appliqué par des changements législatifs, mais il faut qu'ensuite les administrations fiscales organisent cette coopération avec les contribuables, qu'on sorte de la logique de confrontation, de la logique de manque de confiance. Vous savez que les nouvelles règles, les probabilités ou les possibilités de faire de l'évasion fiscale vont se réduire drastiquement. Ça va peut-être faciliter davantage de coopération, y compris avec les contribuables. Et donc, moi, je vois le futur de la coopération comme étant des choses extrêmement concrètes, des échanges d'informations, des échanges de bonnes pratiques, des audits communs faits par les administrations, des mécanismes de sécurité juridique avec un engagement des entreprises avec les administrations pour décider des règles qui reflète le fait qu'on est passé d'une approche qui était totalement décentralisée pays par pays à une approche un peu plus unitaire qui reconnaît le fait que les entreprises sont des unités économiques mondiales et qu'il faut que les États les appréhendent comme telles et se répartissent mieux la base fiscale en coopérant et pas en faisant la guerre ou en se faisant la concurrence. Donc c'est quelque chose de très pratique, de très pragmatique qui est devant nous et qui devrait permettre de garantir, devrait assurer la souveraineté fiscale des pays, parce qu'in fine, il faut revenir aux fondamentaux. La question philosophique, c'est le consentement à l'impôt, c'est le fait que le consentement à l'impôt, il s'exerce dans un cadre national et qu'il faut que les gens, les peuples, se reconnaissent dans leurs systèmes fiscaux
et que leurs systèmes fiscaux soient protégés de la concurrence fiscale mondiale. Et c'est cette coopération fiscale-là qui le permettra. C'est une question qui paraît simple, qui en réalité est compliquée. Parce qu'elle renvoie, quand on dit imposition, de quelle imposition parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur le revenu sur quels revenus? Les revenus du capital, les revenus du travail. Pour les milliardaires, a priori, on est sur les revenus du capital. Est-ce qu'on parle des revenus est-ce qu'on parle de l'imposition sur les transmissions au moment du décès, les transmissions parce qu'il y aurait eu des donations? Est-ce qu'on parle d'un impôt sur les plus-values quand il y a des cessions? Est-ce qu'on parle d'un impôt sur la fortune? Et donc, il y a plein de façons d'aborder la question. Les milliardaires, mais pourquoi pas les millionnaires? La vraie question, c'est les écarts de richesse, d'inégalité, et est-ce qu'on peut compenser ces inégalités par une imposition qui soit plus juste, mais qui soit également efficace? Et une des questions relatives à l'impôt sur les successions, comme à l'impôt sur la fortune, c'est qu'on peut taxer de la richesse, mais s'il n'y a pas de cash qui est généré pour payer l'impôt, on peut obliger les gens à vendre les entreprises qu'ils ont créées, qui sont performantes, qui créent des emplois. Et donc, en réalité, c'est une question compliquée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. On a sans doute aujourd'hui un vrai défi avec la possibilité pour les plus riches, non plus de cacher leur argent comme ils le faisaient massivement dans les paradis fiscaux, parce que ça, on a nettoyé, mais il y a un vrai risque dans une économie totalement ouverte où on pouvait circuler librement. Le Covid a changé les choses. Mais dans une économie où on peut se délocaliser, d'aller s'installer sans ses actifs, mais aller s'installer dans des pays qui ne taxent pas ou qui offrent des régimes de taxation privilégiés. En d'autres mots, et pour raccourcir ma réponse, je pense qu'on a une vraie problématique de concurrence fiscale sur les plus riches qui est de plus en plus aiguë et qui va s'étendre au-delà des plus riches parce que suite au Covid, on va avoir de plus en plus de télétravail et donc de travailleurs qui sont assez skilled, qui ont un niveau de qualification élevé, donc des rémunérations élevées, et qui vont pouvoir de plus en plus facilement travailler dans un autre pays que le pays de l'entreprise qui les salarie. Et donc, je crois qu'il va falloir sans doute revisiter la fiscalité personnelle des personnes, notamment les plus mobiles et les plus riches, et souvent ça va de pair, pour limiter la concurrence, limiter les inégalités et limiter les inefficiences du système. Alors, pardon, ma réponse, elle est un peu technocratique par rapport à ta question qui est très politique, c'est il y a des milliardaires, ils ne payent rien, il faut qu'ils payent. Oui, mais il faut prendre en compte ces éléments de complexité, non pas pour dire « oh, c'est compliqué, on ne va rien faire », mais c'est compliqué et il faut faire l'analyse pour pouvoir agir intelligemment et efficacement. Bien sûr, la taxation du carbone ou le prix du carbone au-delà de l'impôt, parce qu'on peut avoir des mécanismes de marché pour mettre un prix sur le carbone, je pense que le prix du carbone est la question principale à laquelle les économies développées et en développement vont devoir faire face au cours des 10 prochaines années. Si on veut traiter la question climatique, et je crois qu'il y a consensus pour dire qu'il y a une question climatique à traiter, il va falloir mettre un prix sur les émissions de carbone. Le point de départ, c'est quoi? 60% des émissions de carbone aujourd'hui n'ont aucun prix. C'est-à-dire on n'internalise pas les externalités, pardon de cette expression un peu en forme de truisme, mais on a aujourd'hui un vrai problème que le coût de l'émission du carbone n'est pas intégré dans le prix des choses parce qu'on ne met pas un prix sur ça. Et le prix, une fois de plus, il peut résulter du marché ou d'un impôt. Donc 60% non pricé et les 40% pricés, le prix moyen est à 3 euros. Lorsque les marchés
estimeraient, ou les économistes, qu'un prix minimum de 60 € par tonne devrait être appliqué. Donc on voit qu'on est à peu près nulle part, et on peut faire toutes les conférences COP qu'on veut, tant qu'on ne traite pas cette question, on n'aura pas une résolution du problème de changement climatique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on peut constater la situation. Les chiffres que je viens de donner sont des chiffres qui ne sont pas forcément connus du grand public et qui ne sont pas examinés par les politiques. La première chose à faire, un peu comme on l'a fait dans la taxation des multinationales, c'est de porter le sujet au niveau politique pour que, en mettant sous le nez des décideurs politiques qu'il n'y a pas de prix aujourd'hui, ils réalisent qu'il y a un problème. Donc, c'est la première des choses à faire. La seconde chose, c'est constater que les pays aujourd'hui sont divisés. Ils sont d'accord pour lutter contre le changement climatique, ils ne sont pas d'accord sur les instruments. L'Europe, en particulier, veut avancer avec un prix. Mais pour se protéger, s'ils mettent un prix, ils ont déjà un prix, mais ils veulent accroître le prix, accroître les mécanismes de marché et accroître les émissions couvertes par une taxe. S'ils veulent le faire, il faut qu'ils se protègent de la fuite carbon leakage, la fuite de carbone, puisque les industries vont se délocaliser dans des pays qui n'appliquent pas de prix. Et là, on voit qu'on a un risque de compétitivité et puis d'inefficacité de ces mesures. Et donc, il y a le besoin pour les pays qui bougent de mettre en place des mécanismes de protection qu'on appelle des CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, des mécanismes d'ajustement des prix à la frontière, qui vont eux-mêmes déclencher des problèmes commerciaux, notamment avec des pays, les pays en voie de développement ou les pays émergents, qui disent c'est formidable, vous êtes géniaux, vous voulez lutter contre le changement climatique, mais ça fait 200 ans que vous polluez la planète, ça fait 200 ans que vous êtes enrichis en émettant du carbone, et aujourd'hui qu'il y a du carbone partout, nous qui voulons nous développer, vous nous interdisez le développement. Et donc on voit que toute cette discussion, et vous nous mettez des barrières commerciales pour notre développement. On voit que cette conversation est compliquée. Puis par ailleurs, parmi les plus grands émetteurs, les États-Unis et la Chine, il n'y a pas encore d'appétit, ou il n'y a pas encore de prédisposition à mettre en place un prix du carbone. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première des choses, c'est montrer ce qui se fait et que c'est insuffisant. La deuxième chose, c'est garder les pays ensemble. Faire en sorte que, quel que soit le rythme auquel ils avancent, ils parlent, ils construisent une compréhension commune, ils construisent des mécanismes communs qui limiteront les tensions et qui permettront d'avancer. On ne peut pas aujourd'hui, hélas, fixer un prix minimum du carbone parce que les pays ne sont pas prêts à le faire. Mais on peut leur indiquer comment il faudrait aller dans cette direction. On peut mesurer quels sont les impacts des mesures qui ne sont pas de prix. Vous avez plein de mesures de régulation qui ne sont pas un prix du carbone, qui ne sont pas une taxe sur le carbone. On peut essayer de mesurer quel est l'impact, voir s'il est suffisant. Il est sans doute insuffisant, mais encore faut-il le démontrer. Et donc mettre tous les pays ensemble pour travailler sur le prix explicite et sur le prix implicite, qui va nécessiter de lister les mesures prises pour lutter contre le changement climatique qui ne sont pas des mesures de prix, les évaluer et voir ensuite quel serait l'équivalent en prix pour que ceux qui ont mis un prix puissent dire ah ben oui, les autres en fait n'ont pas de prix mais ils ont des mesures équivalentes, ou dire ils ont des mesures mais qui n'ajoutent rien et qui ne nous permettent pas de les prendre en compte, et donc de faciliter la conversation. Qui peut faire ça? Aujourd'hui, l'OCDE se propose de faire un cadre inclusif. Est-ce que c'est le cadre inclusif existant? Probablement pas. Je pense que ça fait appel à d'autres techniques fiscales et pas que fiscales. Et donc, l'idée, c'est de créer un nouveau cadre inclusif. On a aujourd'hui un groupe qui permet aux experts de l'environnement, aux experts fiscaux de se réunir et de développer la seule analyse qu'on a aujourd'hui, qui est un peu exhaustive du prix du carbone, s'appelle Effective Carbon Rates et Taxing Energy Use, qui sont deux productions que l'on a, deux publications que l'on a. Et donc, ce groupe, il pourrait être élargi à des experts économiques qui pourront faire tourner des modèles. Il devrait être ouvert à tous les pays intéressés, assurément les pays du G20, les pays en voie de développement, les petits États qui sont des îles, qui sont extrêmement menacés par le changement climatique, et on les a un peu ennuyés avec la fin du secret bancaire, avec BEPS, avec la lutte contre l'érosion fiscale, l'érosion des bases fiscales. Souvent, c'est des pays que d'aucuns vont considérer comme des paradis fiscaux, des petites îles des Caraïbes ou du Pacifique. Ben, ces pays-là, aujourd'hui, ils ont une très juste cause à défendre et il faudrait qu'ils soient autour de la table pour que leur voix soit entendue. Et donc, l'idée, c'est de créer un nouveau cadre qui soit inclusif et qui fasse du travail un peu trivial de base
trouver le prix, identifier les mécanismes, fournir des données aux décideurs politiques pour enclencher cette dynamique positive et j'espère vertueuse, où on a une prise de conscience, où on a des données, et à partir de là, une action qui soit un peu plus ferme que celle que l'on a aujourd'hui. Mais merci et bravo, bravo, parce que c'est pas évident de lancer en tant que société civile quelque chose qui est à la fois critique et constructif. Et donc pour ça, merci et bravo. Merci parce que c'est utile d'amener ces sujets sur le devant de la scène et de les amener d'une façon qui soit constructive, qui a permis de toucher toute une partie de la population qui n'est pas forcément sensible aux campagnes les plus agressives, mais qui est sensible au fait que, mais oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais il y a des choses qui se passent, donc c'est positif. Non, c'est très bien. Et puis, des femmes qui font ça et qui mettent ça sur le devant de la scène, c'est très important. Et là, je parle en tant qu'homme blanc, quinquagénaire, mais c'est ce dont on a besoin. On a besoin de diversité, on a besoin de fraîcheur, et vous avez apporté cette fraîcheur. Et je crois qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Je crois que c'est bien aussi de pouvoir passer à autre chose, de faciliter la participation des jeunes qui vont arriver avec de nouvelles idées, qui vont arriver avec des choses qu'on n'a pas vues. Et c'est ça le plus important. Et donc, voilà, merci et bravo, y compris pour passer à la prochaine étape, parce qu'il faut maintenant identifier des nouveaux sujets sur lesquels on a des défis.